Eh ouais, j'ai toujours raison. Bon, évidemment que non, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que je veux dire à travers ça. Avoir raison en bourse, c'est quand même très important, et puis bah, avoir tort aussi. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'éducatifs derrière ça, sur le fait d'avoir toujours raison, ou peut-être pas. Voilà, ce sera le titre, et puis un peu le fil rouge de cette vidéo, une vidéo qui est éducative. Et on aura toutes les rubriques habituelles qui reviennent, hein, la macroéconomie, on va faire un gros point très sympa, et puis on fera aussi un gros point sur les indices et beaucoup d'éducatifs. Voilà, c'est tout le programme de ce 87e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, à vrai dire, c'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez à avoir raison, vous cherchez à gagner, vous cherchez à gagner en bourse. Et ça, c'est tout à fait légitime, puisque c'est pour ça que vous regardez des vidéos, vous cherchez la solution pour pouvoir trouver la vraie martingale, la recette surprise qui permet de gagner en bourse et de toujours avoir raison. Et à vrai dire, vous verrez que dans cette vidéo-là, je vous expliquerai que j'ai une perception un petit peu différente des choses et qui vous éduquera, vous permettra de mieux comprendre comment on aborde les marchés financiers et comment on aborde le trading, l'investissement dynamique, l'investissement tout court, de telle manière à ce que vous puissiez vous faire une idée un peu meilleure de comment on peut aborder les marchés financiers et d'essayer quand même à la fin de gagner en bourse. Et puis dans cette vidéo, on aura, comme d'habitude, les rubriques habituelles, la macroéconomie, on fait un point assez important là, puisqu'on va reprendre, c'est la rentrée, c'est la rentrée des classes, on va reprendre un petit peu le fil de ce qui s'est passé, ça va faire vraiment une belle map de ce qui se passe actuellement macroéconomiquement, et puis on verra sur les indices, l'impact sur les indices, certains baissent, certains montent, et on va en profiter. C'est un moment où que j'ai un petit peu modifié sur cette rentrée, j'ai quelques modifications dans la vidéo, et on va faire un peu plus de technicité, je vais vous apprendre pas mal de choses au niveau technique, comment construire un graphique, comment construire un raisonnement sur un graphique, et vous allez voir que ça peut être très très sympa pour les petits nouveaux, comment faire, mais notamment sur les indices, et ça marche aussi sur les actions. Et puis on enchaînera évidemment avec les pépites, les valeurs habituelles qu'on suit sur la chaîne, puis vous verrez qu'on pourra relancer aussi la partie qui vous concerne. Mais une fois n'est pas coutume, petite parenthèse publicitaire pour Zone Bourse, mon sponsor, 40% de remise, c'est encore quelques jours, donc vous n'hésitez surtout pas à aller, faut agir, c'est dans la description, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous cliquez sur leur lien, vous arrivez directement là où il faut, et ça vous permet de vous abonner au moins cher de l'année. Il n'y a pas de remise à Noël, comme on dit. Il n'y a pas de cadeau de Noël sur Zone Bourse. C'est maintenant que ça se passe. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite. Après la petite page de pub de mes propres services. Allez, c'est parti. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Ouais, puis pour compléter, je rappelle que j'ai toujours pas relancé les newsletters, mais je vous promets que dès que j'ai un peu de temps, je m'y remets. Et puis on parle aussi, bien sûr, du portefeuille Dynamic Invest de 2025. Je vous le mets ici, comme d'habitude. Et donc, c'est un portefeuille qui monte tout le temps. Non, là, il monte plus. Ah bah zut, ça baisse aussi. Bah oui, ça baisse, ça arrive parfois qu'on ait tort. Et c'est justement pour ça qu'on va parler de j'ai toujours raison. Bah vous avez la preuve que non. Et je vous donne quand même la performance. On est sur la courbe orange, pas orange, si orange. On est sur à peu près 50% de progression des valeurs qui sont dans le portefeuille, mais l'écart avec la noire, c'est les encaissements. Il y a déjà eu des encaissements, donc on est au-dessus avec les encaissements. Je vous laisse apprécier 60-65%, comme vous voulez, mais ça baissait. On a été meilleur, on a été mieux, donc on a eu un août compliqué, un début septembre un peu plus compliqué, et c'est pas pour ça qu'on lâche, on lâche pas l'affaire. Et puis finalement, quand on regarde bien, on a eu cette accélération puis cette redescente. Et finalement, par rapport au marché, on est revenu dans la moyenne du marché, puisque le marché ne fait pas grand chose depuis 3-4 mois sur le marché européen, et nous on était en train de monter. Bon voilà, on a une correction est due à un phénomène que les abonnés savent très bien ce qui se passe, et je suis encore assez confiant. Je pense qu'on peut aller voir les plus hauts assez rapidement. On verra bien. On peut avoir tort aussi. On peut avoir tort.
Et à vrai dire, ce que vous voyez pas, c'est les commentaires de certaines personnes qui disent mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est impossible de faire des performances pareilles sur 6 mois, d'avoir 50% de progression sur un portefeuille. La réponse, elle est que je donne ces gens-là, avant de les supprimer, je donne les commentaires dans Dynamic Invest. Certains, ils se reconnaîtront. Et je leur fais, regarde comment ils me traitent, les gens. Et qu'est-ce que t'en penses? Ils me disent, bah ouais, mais tu veux pas que je réagisse à ta place? Et moi, je préfère pas. Je préfère pas que les gens qui sont dans Dynamic Invest viennent me défendre comme si j'avais besoin d'être défendu. Il y a juste besoin d'une chose, c'est que ces gens-là qui ont une psychologie du challenge, voilà, bah déjà fais-le. Si tu le fais, tant mieux. Et j'ai envie de te dire, bah ce sera très très bien pour toi. Et puis crée une chaîne et puis propose ce que tu sais faire. Mais pour revenir sur la notion d'avoir raison ou tort, de faire ses performances ou de pas les faire, il y a un élément qui est très important, qui manage la bourse de manière vraiment très importante et qui va vous obliger à comprendre que vous pouvez pas avoir tout le temps raison. C'est pas possible d'avoir raison tout le temps pour une simple et bonne raison, c'est que vous seriez donc parfait. Et il n'y a pas un élément parfait. Tous les traders, les grands traders, même Warren Buffett vous dira qu'il fait beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, à vrai dire, elles sont managées, elles sont gérées. Et on va parler, alors pas de gestion de vos pertes, gestion de vos gains, etc. On va plutôt parler de la statistique. C'est-à-dire, j'ai réussi ou j'ai pas réussi et comment ça se passe. Aujourd'hui, la plupart des gens, j'entends des gens très connus vous expliquer que dans le trading, on a un taux de réussite de l'ordre de 55-60% et c'est très bien puisque 55 ça fait 45 d'erreurs et puis 60% ça fait 40 d'erreurs, donc il y a 20 points d'écart, etc. La vérité, c'est que ça voudrait dire, selon eux, que sur 10 trades, on a 6 gagnants, 4 perdants. Les 6 gagnants, il y en a 4 parmi eux qui sont consacrés à payer les 4 perdants et 2 qui feront la fortune, entre guillemets, de la personne. Ces gens-là, souvent, sont des gens qui font des petits mouvements. Des petits mouvements et qui invalident aussi sur des petits mouvements. Et plus vous avez des mouvements faibles, plus vous avez un impact qui va biaiser ce calcul très basique et très simpliste, c'est les frais. C'est-à-dire que les frais, ils vous obligent non pas à autre chose, mais on va prendre le cas de nos 6 à 4. J'ai envie de vous dire que le 5e trade qui est gagnant, qui est censé vous emmener le portefeuille plus haut, lui, il paiera les frais. Donc, il vous reste un trade qui va en faire gagner sur 10. Parce qu'il va falloir payer les frais sur les 10 trades. Les gagnants, les perdants et tutti quanti. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation, surtout si vous avez des comptes titres ou des PEA assez faibles, vous vous trouvez dans une situation où il ne faut pas faire 60-40, mais plutôt 70-30. Et là, vous retrouveriez de l'intérêt. Donc, je pense que à partir de ce moment-là, les gens vous diront 70-30, c'est pas possible. Je vais vous donner les taux que nous on a comme réussite dans Dynamic Invest et puis ça va un peu calmer tout le monde, mais c'est ce qui fait la performance d'un portefeuille comme ça, à vrai dire. Mais la vérité du terrain, c'est que ils vous disent ça souvent pour un intérêt, c'est leur sponsor. Leur sponsor leur dit, voilà, tu fais faire du trading aux gens, faut que tu les pousses vers des stratégies de trading à haute intensité parce que à chaque fois, c'est bien lui qui ramasse les petits 1 euro à droite, les 2 euros à gauche et qui vous fait, perdre. La statistique de l'AMF est très claire sur la quantité de trades gigantesques que vous faites. Plus vous en faites et plus vous êtes perdant, ça a été prouvé et vous remontez pas la pente, à vrai dire. Donc, à vrai dire, votre statistique n'est certainement pas de 60-40 et si elle est de 55 à 45, rassurez-vous, vous faites la fortune des brokers. Et puis, il y a un deuxième élément qui va être important dans cette répartition. On va rester sur le 60-40, qui va un peu mener la chose. Imaginez que vous faites des pertes tout le temps de 3%, par exemple. Et donc, dans cette matrice que je vous disais, c'est tout le temps des gains de 3% à la hausse parce que vous allez avoir cet écart. Donc, il y a 2 trades résiduels qui font 3% et qui font les gains sur le reste. À partir de ce moment-là, il y a une deuxième question à se poser. Quelle est la quantité d'argent par rapport à votre portefeuille que vous posez sur le trade? Si ça représente 10% de votre portefeuille, les 3% gagnés 2 fois, ça fait 0,6% de gain, avec une énergie dépensée qui peut être très importante. Allez, j'espère quand même que vous avez tous un travail. Donc faire 10 trades dans la journée, dans la semaine, qui serait avec cette statistique-là, ça veut dire que vous êtes tous les jours sur votre téléphone et que vous avez tout le temps l'opportunité, à midi à la pause, le soir après le boulot, etc., pour faire ces 3% 2 fois et 8 qui seraient un gagnant, un perdant. Ça fait 2 par jour, Il y a des situations de marché qui ne permettent pas de faire ça. Mais vous allez faire le forcing pour pouvoir le faire. Donc déjà, ça aussi, c'est un truc qui fait que moi, je suis assez douteux
par rapport à ça, à votre réussite, par rapport à ces stratégies stratégies. Et puis il y a une deuxième solution, c'est comme on vous explique que de toute façon vous allez être protégé par des stops, pour parvenir sur les stop loss, etc. On vous dit écoute, ce que tu peux faire, c'est aller chercher des valeurs qui ont un peu plus de volatilité. Donc, on vous parle des bêta, etc. Et de telle manière, aller chercher ça. Mais vous savez, ça marche dans les deux sens. Le stop va vous protéger. Il y a une vidéo qui vous est proposée dans la partie éducative qui s'appelle Débuter en bourse. Allez après, à la fin de vidéo, vous pouvez cliquer puis aller enchaîner sur cette partie-là. Vous aurez un truc sur les stops. Et vous verrez que c'est pas vrai. Vous avez des pertes qui sont plus importantes que ce que vous pensez, parce que vous ne vendez pas exactement au prix pensé. Même sur des grosses valeurs, ça peut se provoquer. Et puis, il y a une dernière chose qu'on va vous expliquer, c'est que il n'existe jamais d'accident. Il n'existe pas d'accident. Il n'y a pas d'accident sur la bourse, ça n'arrive jamais. Mais sauf que si vous laissez courir en overnight, le soir, des valeurs, vous pouvez parfaitement avoir un gap à moins 5% qui va déglinguer votre semaine. Mais rassurez-vous, ça arrive souvent. Donc ça peut vous arriver 3, 4, 5 fois dans un trimestre. Et ça fait que, en gros, votre performance, vous avez réussi à gratter avec grande difficulté sur quelques semaines, va être cassée par une erreur à un moment donné. Et puis, il y a une dernière chose qu'il faut... Alors du coup, on vous dit, tu fais de l'intraday. Mais l'intraday, quand on travaille, c'est encore plus compliqué. Et là, vous l'avez compris, parce qu'à 9h, vous êtes quand même assez nombreux à être au boulot, à être professeur, à être je sais pas quoi, à donner les consignes à vos employés, ou j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 9h, c'est une heure fatidique un petit peu quand même. Et c'est pourtant là que ça se passe. C'est là que ça se passe sur les marchés. Donc à ce moment-là, ça devient compliqué pour les gens qui travaillent de faire ça. Donc il va falloir faire, je dirais plutôt du daily, des unités de temps plus longues. Et à partir de ce moment-là, ces stratégies-là, elles tombent à la renverse. À vrai dire, ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que si vous voulez avoir une matrice des gains et des pertes qui soit positive, pour pouvoir avoir raison, et la seule raison qui compte, évidemment, vous l'avez compris, c'est de faire monter votre portefeuille, il va falloir créer une distorsion aussi entre la potentialité de gain et les pertes potentielles. En gardant ce 60-40, il faudrait essayer de faire 5% de gain quand vous faites des pertes de 3%. Et à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez dire, si je peux faire 5, pourquoi je ne pourrais pas faire 6 ? Pourquoi je ne pourrais pas faire 7 ? Pourquoi je ne pourrais pas faire 10 ? Et à partir de ce moment-là, l'appât du gain, qui est un des 7 péchés capitaux, c'est la gourmandise, va vous faire patienter pour les gratter quelque chose. À vrai dire, très rapidement, vous allez vite vous rendre compte que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas pour une seule raison. La seule raison, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites et vous ne savez pas ce que vous achetez. Vous ne savez pas ce que vous achetez. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des déconvenus parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites et surtout, vous ne savez pas quel type d'actif vous achetez. À partir de ce moment-là, même si c'est basique, même si c'est pas avec moi, si vous ne formez pas auprès de moi par rapport à ce que je propose dans mes formations, etc., il va falloir faire un peu de fondamental, les amis. Il va falloir savoir pourquoi ce dossier-là, il est capable de monter, d'aller chercher des performances. Et c'est là où tout change quand on est expert, ou qu'on essaye de l'être en tout cas sur le fondamental. On va faire une discrimination gigantesque du marché qui sera extrêmement agressive vis-à-vis des entreprises qui sont cotées en bourse et qui fait que voilà, on n'en retiendra peut-être pas beaucoup, peut-être pas autant que vous croyez que j'en retiens 10, non, pas du tout. Moi j'ai un environnement 600 actions, mais 600 actions sur une zone de chalandise qui est approximativement de 6000 actions. Et à partir de ce moment-là, de garder qu'un dixième de la cote, et dans ce dixième, je m'intéresse franchement à 200 actions, donc on arrive à 3% de la cote européenne sur ma zone, vous vous rendez compte que ce que je fais est absolument drastique. Et bien écoutez, c'est le cercle de compétences. Mon cercle de compétences a été décrété que j'allais chercher le meilleur du meilleur pour obtenir, quand ça veut partir, quand ça veut bien partir, d'obtenir un maximum de gains et d'avoir des scénarios qui soient pas trop négatifs pour mon portefeuille quand ça baisse. À vrai dire, ça m'arrive d'avoir tort régulièrement. Après, moi, j'ai une supportabilité, j'ai une tolérance à la perte qui est beaucoup plus importante que vous. Moi, ça m'arrive d'avoir des dossiers. J'ai un dossier sur lequel je suis en forte plus-value. Je suis passé par moins 25 avec en plus un poids de mon portefeuille qui était très important. Et ça m'a pas empêché de gagner beaucoup d'argent sur ce dossier-là. Et puis, ça devrait recommencer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Parce que j'ai toujours raison. Non, évidemment que j'ai pas toujours raison, mais je l'espère en tout cas que ça va continuer. Fondamentalement, je suis toujours convaincu que c'est quelque chose qui doit monter. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez comprendre que vous n'aurez jamais tout le temps raison en bourse. Il va falloir gérer avec des stratégies différentes. Je viens de vous en proposer quelques-unes. Faire attention à la quantité d'argent, faire attention à qu'est-ce que vous achetez, est-ce que vous mettez des stops, est-ce que vous laissez courir, est-ce que vous savez pourquoi vous laissez courir. Et donc, de créer des distorsions qui provoquent
et ben une statistique qui soit vraiment bénéfique à toute épreuve. Et écoutez bien la mienne, parce que je l'ai testé, et puis j'ai remarqué sur longue période, sur des marchés haussiers, on l'a. Sur le marché baissier, on l'a pas trop, hein, mais sur le marché haussier qu'on a depuis 2 ans, ou stagnant, hein, actuellement c'est pas vraiment stagnant, mais sur l'Europe c'est un peu plus stagnant. J'ai un taux de réussite par rapport à un taux de perte, un taux d'échec qui est de l'ordre de 75 à 25. Les gens vont vous rire au nez, si vous leur transmettez ça, ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Sauf que ces gens-là ne font pas de fondamental. À partir du moment où on fait de l'excellence fondamentale et qu'on sait quand est-ce que ça démarre, on arrive à une distorsion dans la statistique qui fait que ouais, on a 75% de réussite. Et le portefeuille que vous avez vu qui est de long terme, c'est lui là, il peut pas, enfin il est construit, mais les gens, je leur apprends comment faire. Je vais pas aller plus loin sur le sujet parce qu'on a d'autres choses à voir ensemble, mais il est construit pour avoir 100% de réussite sur cette partie-ci parce que normalement, c'est un portefeuille qui ne peut pas descendre, mais parfois, vous avez vu, hein, il peut avoir des contre-coups, et puis on peut avoir la malchance, peut-être pas la malchance, mais un moment de difficulté avec des gaps baissiers, des très graves news où, voilà, hein, je sais pas si je suis à l'hôpital le jour du Covid, évidemment, je pourrais pas agir sur mon portefeuille. Mais hormis ça, je dirais qu'il n'y a pas de risque sur ce portefeuille parce que je l'ai construit d'une certaine manière qui est super éducative et j'espère que tous les gens qui s'abonnent à Dynamic Invest l'apprécient vraiment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet d'humeur que j'en fais régulièrement sur les hebdos et puis après on enchaîne sur les rubriques habituelles. La rubrique habituelle qui suit, c'est la macroéconomie. On va enchaîner tout de suite et on va faire un point sur tout le début de septembre. Vous allez voir que la map est très intéressante et j'ai été rapidement vers des choses. Et vous allez voir que je parle de la Chine à la fin. C'est super intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Les indices s'enchaîneront et puis on fera un point sur toutes les pépites. Il y a des trucs qui ont bien bougé et notamment... non, je dis rien. Vous allez voir, ça va pas mal bouger. Et puis les MDR, c'est pareil, ça continue à baisser. Allez, on enchaîne tout de suite avec la macro. C'est parti. Et on commence donc avec le 1er septembre où il y a eu des fêtes du travail. Tant mieux, c'est très bien pour eux. C'était les Canadiens et puis il y avait aussi nos amis américains. Toute l'Amérique du Nord était au repos. Mais pendant ce temps-là, on a eu des chiffres qui sont tombés sur les PMI manufacturiers. Je rappelle que les PMI sont les indicateurs avancés de l'économie puisqu'on interroge les directeurs d'achat et on fait une statistique avec ça. Donc voilà, ça remonte. 48 et 49 France-Allemagne, 50 et presque 50 sur l'Allemagne. Le manufacturier européen remonte, voilà, tout simplement. Et c'était prévu un peu moins bon, donc voilà, tant mieux. C'est la remontada européenne, comme on avait déjà parlé avant les vacances, puisque c'est un moment qu'on ne s'est pas vu sur le sujet. On enchaîne avec mardi où il y a l'IPC européen, stable, légèrement haussier, mais c'est rien quoi, enfin on s'en fout quoi. 0,1, on s'en tape. Mais ce qui va être super important, c'est les PMI américains cette fois-ci, donc manufacturiers aussi. Et on a 2 stats différentes qui sont celles de l'ISM et puis la classique. Eh bien on est au-dessus, on remonte aussi, on était à 49,9, 49,8, on monte à 53. Et voilà, donc ça remonte, c'est rouge parce que c'est pas exactement ce que était prévu, mais bon, globalement ça remonte. Donc je dirais que le manufacturier a mangé son pain noir. Comme quoi vous allez voir que dans cette rubrique macroéconomique, je suis souvent en train de dire il se passe rien. Et je suis positif quand je dois être positif et je suis négatif quand il faut l'être. Et je vous cache pas que je suis pas très souvent négatif depuis un certain moment. Et c'est mercredi où justement il y a le point un peu négatif dont on va parler. Ça va être un peu le fil conducteur de cette macroéconomie. C'est le rapport Josse et la partie emploi. Mais bon, je fais une petite parenthèse. On a le PMI service qui est tombé juste avant. Le matin, c'était sur la France. Les services sur la France, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Une remontada. Donc, je le disais, avant les vacances, la France remonte. Et les chiffres se confirment. On a des indicateurs avancés qui sont plutôt positifs sur la France. Ce qui n'enlève rien à tout ce qui se passe ailleurs, notamment politiquement. Mais voilà, le rapport Jols, lui, par contre, c'est beaucoup moins bon. Alors, à vrai dire, les chiffres là que vous voyez, 7 millions, ça vous parle pas quand vous êtes tout nouveau sur la chaîne, vous savez pas trop. Ça baisse. Est-ce que ça baisse vite? Est-ce que ça baisse lentement? La réponse, déjà, c'est inférieur à ce qui était prévu, donc ça baisse. Mais ça fait très longtemps que ça baisse. La question, c'est est-ce qu'il y a une rupture baissière? La réponse, elle est non. Donc voilà, c'est un dérapage contrôlé. Tout va bien, ça baisse, c'était très fort. On avait eu une période assez particulière aussi. Et c'est revenu à des niveaux, je dirais, plus raisonnables. Et à partir de ce moment-là, rien à signaler. Le rapport Josse, je le dis toujours, c'est le rapport qu'il faut lire. C'est vraiment un truc passionnant. Bon, faut-il avoir un peu d'anglais, mais bon, maintenant il y a des traducteurs et vous verrez que le rapport Josse vous apprendra beaucoup sur la macroéconomie si vous le suivez sur longue période. Allez, j'enchaîne avec le 4 septembre. Vous avez vu, il y a pas mal de news. Et ici, on a ce qui va nous intéresser, ça va être les PMI services aussi, mais américains. Là aussi, aux États-Unis, les PMI services sont très importants et on est fort. 54, c'est fort. Je rappelle que le niveau de flottaison des PMI, c'est 50. Au-dessus, on est en expansion, donc on expand un peu moins.
Ben voilà, ça grandit, donc tout va bien pour eux, tout va très bien. Et puis on a la partie ISM qui, elle, est carrément en accélération, un petit peu en retard. Et on va dire l'ISM dit 52, donc on repart en expansion. On était à peu près stable et on repart en expansion. Donc aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui pose problème, si ce n'est, je vous disais, des petites chatouilles au niveau de l'emploi. Mais c'est vendredi qu'on va valider entre guillemets ce que je vous raconte sur l'emploi, puisque le vrai chiffre, c'est celui-ci, là, la création d'emplois dans le secteur non agricole. C'est ce qu'on appelle le NFP, le Non-Farm Payroll, et on est à 79 000 la fois d'avant de création d'emplois, on tombe à 22 000, et voilà, on est bas là, on commence à être bas, on est limite à détruire des emplois, donc c'est peut-être ça qui fait qu'on a des décisions derrière qui sont tombées, mais voilà, on avait des chiffres qui commencent à être vraiment moins bons sur la création d'emplois aux États-Unis. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas rendu au max, hein, ce qu'on appelle le plein emploi, puisque si on regarde bien le taux de chômage, il remonte un peu, mais 4, ils n'arrivent pas à descendre en dessous de 4, et 4 entre nous, hein, c'est vraiment le temps de retrouver un boulot entre nous, et ceux qui ne feront plus rien de leur vie. Suivez mon regard, il y a d'autres pays où c'est un peu plus important ce chiffre-là, on va dire, pour être très simple. Allez, on enchaîne avec la semaine suivante, hein, qui était celle qui commençait le lundi 8, mais qui n'avait pas grand-chose à dire, si ce n'est le PIB japonais, mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais enfin bon, 0,5, c'est pas mal, hein. Mais c'est mercredi où on a commencé à avoir des choses intéressantes, puisque là, il y a un chiffre super intéressant, regardez bien, c'est le prix à la production. Donc en gros, c'est la partie industrielle, les prix à la production. Bah, je pense que ça exprime tout à fait ce que ça veut dire. Et regardez, c'était plus 0,7, on est à moins 0,1. C'est-à-dire que les prix s'effondrent. On annonçait avec les droits de douane des effondrements de partout, et il n'y en a pas du tout. Donc vous savez quoi, il y en a un qui est en train de gagner la partie, il s'appelle Donald Trump. Trump, on le prend pour un charlot, parce qu'on vous dit qu'il faut le prendre pour un charlot, mais entre nous, il y a des choses qu'il fait. Alors ça bouscule les gens, hein. C'est sûr que tout le monde qui dort dans son fauteuil, ça le réveille, évidemment, ça l'ennuie. Il a la gueule de bois, mais entre nous, Donald Trump, ce qu'il fait, c'est peut-être une tentative intéressante, qui donnera à l'avenir des choses aussi intéressantes, même si on nous a démontré que c'était catastrophique à chaque fois que c'est arrivé. On verra bien, mais de toute façon, Donald Trump, il a besoin d'argent pour payer les dettes qu'ont fait les prédécesseurs, et notamment un certain Joe Biden. C'est comme ça qu'on arrive au 11 septembre. Ah oui, le 11 septembre, hein. Ouais, bah, tous les anciens, on s'en rappelle, hein. Les petits jeunes, ils s'en rappellent pas vraiment, puisqu'ils n'ont pas connu, mais on a vécu un moment absolument dantesque. Le 11 septembre, ça reste un élément quand même très marquant dans l'histoire du monde. Même si on est anti-américain, c'est quand même un truc de fou, ce World Trade Center qui s'effondre devant vos yeux, c'est quand même assez impressionnant. Ce qu'il l'est aussi, c'est qu'on a oublié de citer une troisième tour qui est tombée, la fameuse tour numéro 7. Je vous laisserai chercher ce que c'est, cette tour numéro 7. Mais ce 11 septembre, il n'est pas tourné du tout autour des États-Unis. Enfin, si, il y a des choses, mais ce qui est important, c'est la décision de la Banque Centrale Européenne, stabilisation des taux, ça fait quelques mois que ça dure. Bon, je pense qu'on a fait le gros, hein. Moi, je trouve que baisser, ça serait déraisonnable. Donc, à partir de ce moment-là, ça me paraît logique de rester stable maintenant. Mais on a aussi un chiffre important, c'est les IPC, IPC américains. Et regardez bien, hein, on nous annonce de l'inflation. Bah, écoutez, il n'y en a pas. Et là, je suis en train de vous signaler quoi? Plein de chiffres inflation US qui n'existent pas. Enfin, d'augmentation de l'inflation. Il n'y a pas d'augmentation de l'inflation. Il y a un petit peu ici sur l'annuel au global. Mais regardez bien, l'IPC Core, lui, il bouge pas. Hein, donc tout va bien. C'est vraiment pouillemesque. Donc ça, c'est des éléments macroéconomiques. On va vous dire, c'est le début de la catastrophe. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien du tout. Enfin non, il n'y a pas rien du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça augmente un peu. Mais le structurel, c'est l'IPC Core. Et c'est lui qui est le plus important. Il bouge pas. Bon, il y aura un peu d'inflation sur les produits. On le voit bien. Mais bon, voilà. C'est seulement 0,2 points. Si ça continue 2-3 fois de suite, là par contre on pourra s'inquiéter, mais pour l'instant c'est pas le cas. D'ailleurs entre nous, hein, la Banque Centrale américaine et européenne, on n'a pas de leçon à recevoir de leur part, hein, sur ce qu'ils peuvent ressentir, hein, parce que je rappelle qu'en 2021, alors, la plupart d'entre vous n'y étaient pas en bourse, hein. En 2021 par contre on criait tous au scandale de ce qu'ils faisaient pas, et ils avaient rien vu alors que l'inflation explosait. Là, franchement, pour l'instant, petite alerte sans intérêt. Et puis on termine la semaine le vendredi 12 avec les IPC allemands et français, les inflations. Et qu'est-ce qu'on constate? Une baisse en Allemagne, une petite hausse en France. Donc globalement, rien à signaler là non plus. Bon, en France, faut faire attention, un peu 0,4, mais on a besoin d'inflation entre nous, hein. Donc c'est pas interdit que ça fasse ça. Bon, faut voir dans la longueur si ça continuera. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'alerte sur l'inflation en Europe. Elle est globalement stabilisée avec une légère petite hausse, mais vraiment il n'y a pas grand-chose. Allez, on enchaîne avec la semaine que nous venons de terminer. Et là, c'est la semaine des banques centrales. Et on va voir qu'il y a pas mal de décisions de banques centrales. On va les énumérer toutes les unes après les autres. Mais avant ça, on a les chiffres américains de la vente au détail US. Voilà, regardez bien, 0,7, plus 0,7, plus 0,6, prévu 0,4, 0,2. Donc on pense à ce que ça va se tasser.
Et puis ça se tasse pas du tout, hein. Donc les Américains sont positifs, il n'y a pas de souci sur le sujet, il n'y a pas d'inflation particulière. Donc en gros, le pari de Donald Trump, comme je vous le disais, ça sent bon pour lui. Mais comme je vous disais, c'est donc les banques centrales qui mènent la danse. On commence par celle du Canada qui baisse ses taux, qui baisse son taux de 0,25, son taux directeur. Et puis on enchaîne évidemment avec la Fed, hein, la Banque centrale américaine qui elle aussi a baissé ses taux. Donc voilà, le Nord-Amérique, l'Amérique du Nord a baissé ses taux. Et évidemment, ça a donné un coup de boost à nos indices. On verra ça juste après. Et on finit évidemment la semaine avec les jeudi. Donc c'était les Anglais qui, eux, ont maintenu les taux. Donc l'Europe, on maintient. Et au Japon, on fait pareil. Donc les grandes économies mondiales sont soit à la stagnation, soit à la baisse des taux actuellement. Donc voilà, hein, c'est assez simple, hein. On a globalement deux tendances. Stabilisation des taux, stabilisation de l'économie. Toutes les peurs qu'on vous balance... Comme chaque fois, comme chaque fois, elles n'existent pas. Il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Et on va faire un petit laïus sur un truc important, qui me paraît important. C'est qu'est-ce qui fait que ça tient tout ça? Eh bien, écoutez, je vais vous mettre, tiens, je vous le mets là, je vous le mets en complément. On a, c'est une stat qui est en 2 étoiles, donc je la passe pas, mais la Chine a sorti des chiffres sur son inflation. Et regardez bien, tous les chiffres sont négatifs, enfin négatifs. En tout cas, on est en déflation de manière structurelle sur le Japon, sur la Chine. Et c'est un scénario central pour moi. La Chine, en déflation, baisse ses prix à l'exportation, évidemment. Elle est en train de faire du dumping. Le dumping, c'est ce qui a fait la grandeur de la Chine d'aujourd'hui. Et vu qu'on a des phénomènes de douane qui sont mis en place à cause de Trump, et qu'il y a une guerre dont on ne parle plus en ce moment, mais qui est toujours présente, on se retrouve face à des Chinois qui baissent leurs prix pour pouvoir continuer à garder des marchés, notamment aux États-Unis. Mais sachez qu'il y a une chose qui est en train de se passer, et qui, pour moi, est la plus inquiétante et qui nous concerne au premier degré, que ce soit pas spécialement la bourse européenne, mais aussi pour nos emplois, etc., puis d'autres industries, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en train de casser les prix, et ils cassent les prix pour le monde entier, donc aussi pour l'Europe, et ça exporte à fond en Europe, parce que l'Europe, elle ouvre les portes, hein, allez-y, hein, faites-vous plaisir, on va détruire nos emplois, notamment sur l'automobile. C'est pas par hasard que Stellantis et Renault sont en train de s'effondrer, et qu'ils trouvent d'ailleurs pas de dirigeants, hein. Personne n'a envie de relever le défi, parce que, de toute façon, ils n'ont pas les armes. On n'a pas les armes économiques en Europe pour pouvoir dire, on va se battre contre ces gens-là, donc on laisse rentrer les voitures à vil prix sur le marché européen, et donc tout va bien pour les Chinois, et ça, ce chiffre-là, c'est un chiffre essentiel qui va impacter pas mal de choses, de telle manière à ce que vous compreniez qu'aujourd'hui, l'économie européenne, elle préfère faire plaisir à ses consommateurs que de faire plaisir à ses industriels. Écoutez, hein, les consommateurs, quand ils seront tous des chômeurs, je ne sais pas ce que ça donnera, mais entre nous, j'ai un petit avis sur le sujet. Voilà, c'était terminé pour la macroéconomie. On a refait un point, puis on reprendra tranquillement la macroéconomie toutes les semaines, comme d'habitude, sur cet hebdo. C'est la reprise. Et comme ça fait un petit moment, oui, c'est la reprise, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'hebdo, je vous avais dit que je sentais pas trop les graphiques sur les indices. On va aller voir ça. Vous allez voir que j'ai globalement eu pas vraiment raison, et que sur certains, j'ai plutôt eu tort. Donc voilà, j'ai plutôt tort. On s'en fout, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on étudie tout ça, et d'apprendre tout simplement, à apprendre la bourse pour les petits nouveaux. Puis ceux qui ont un peu plus d'ancienneté, ils savent que je me trompe, et c'est tout à fait normal. Donc avoir raison tout le temps, je crois pas que ça existe. La question, c'est comment on gère tout ça, et comment on prend des décisions, à vrai dire, sur les marchés financiers. On va aller voir tous ces indices. Alors pas tous, hein, on va faire vite fait. On va aller voir les principaux en Europe, et on va voir ce qui se passe aux États-Unis. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, on commence par notre CAC 40 préféré, hein, puisque le PX1. PX1, ça c'est son code. Et je rappelle que je fais tous ces graphiques sur Zone Bourse. C'est grâce à Zone Bourse et son partenaire qui s'appelle ProRealTime. On est ici, je vous rappelle que c'est le nouveau scénario CAC 40, il y a une vidéo CAC 40 que j'ai faite sur toutes les valeurs CAC 40, et où j'ai considéré qu'il y avait une nouvelle pépite qui est en train d'accélérer très très fort vers le haut, au sein du CAC 40, et moi je suis assez fier de vous dire que si celle-là elle monte aussi, j'aurais fait la passe de 3 en 3 ans, puisque et si Luxottica était ma pépite il y a 2 ans, cette fois-ci, la dernière fois c'était Société Générale, et la nouvelle, je vous laisse la découvrir dans cette vidéo. Vous allez dans la chaîne et vous allez vite la découvrir. Mais bon, voilà, ça c'est le CAC 40 sur longue période. On est sur des bougies mensuelles. Donc voilà, c'est haussier, de manière assez impressionnante. On voit bien que ça tergiverse, il y a des points bas. On a marqué ici un point bas. On a des résistances ici qui sont des médianes de 2 couloirs potentiels, celui-ci.
ou celui-ci. Donc ça, ce serait vraiment des exagérations si un jour on y allait. Mais on peut y aller, hein, ça peut arriver. Mais pour l'instant, c'est pas trop l'ambiance qui se propose à nous. C'est plutôt une ambiance qui a du mal à monter, malgré tous les indicateurs qui auraient à droite, à gauche. Eh bien écoutez, ça n'a pas l'air de vouloir monter. Et ça fait un moment que ça dure, puisque j'agrandis, hop, 1, 2, 3, 4, 5 mois qu'on ne fait plus rien sur le CAC 40, même un sixième, depuis en gros le flash crash que Trump a provoqué. Ça, c'est un crack, hein, qu'on soit clair. Hein. Les gens pensent que les cracks, c'est tout va aller au fond de la cave, etc. Voilà, donc ça, c'est un crack. Hein. On passe de 8200 à 6800 en quelques semaines. Donc voilà, ça s'appelle un crack. Mais depuis, on tergiverse, on ne sait pas si on va aller retester ou si on remonte. Moi, j'ai tendance à dire qu'on devrait corriger. On va aller voir en hebdomadaire, c'est un peu plus clair. Alors, ne vous fiez pas à tous ces niveaux que je mets. Hein. C'est des niveaux éducatifs pour vous. C'est des parallèles. Hein. Donc, je vois, puis on verra bien. Donc, cette parallèle ici, par rapport à ce niveau qui est ici, hein, qui est absolument central. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là. Et du coup, ça fait des niveaux. Et généralement, ça s'impacte correctement. Regardez, celui-ci, ici, là et là. Et là, ça fait une ouverture et c'est revenu ouvrir la semaine suivante. On est en hebdomadaire, juste au-dessus, ça a tenu et c'est reparti. Donc ça, c'était aussi pertinent, mais du coup, ici, ça peut être un point dans un nouveau flash crash. C'est pas le sujet du jour. Pour l'instant, on a un CAC 40 qui est borné, je dirais, entre 7945 et on va dire un petit 7005. Bon, en gros, ça oscille. C'est pour les traders, c'est pas terrible, c'est pas intéressant. Et je sais que les traders sont pas trop sur le CAC 40 en ce moment, parce que tout simplement, des dossiers montent, des dossiers baissent. Et ça se compense, ça fait que le dossier CAC 40 ne bouge pas. Il a aucun intérêt en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui voudraient faire de l'investissement dynamique ou du trading, il n'y a pas gros intérêt sur le dossier CAC 40. On va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, le DAX, voir comment ça se passe chez lui. Et voici le DAX en hebdomadaire. Donc on voit qu'on est un peu dans le même esprit, hein, dans la même unité de temps à l'instant que je vous ai mis sur le CAC 40. On ne bouge plus. Depuis le mois de mai, donc le crack Trump, une réaccélération, on est un peu au-dessus et on travaille les supports. Donc j'ai tracé un petit couloir là. On verra s'il est intéressant. Ce qui est intéressant peut-être, c'est d'aller voir le daily. Et en daily, on retrouve notre forme évidemment. Hein, et ce couloir qui se marque avec un point ici qui était en fin juin. Et puis ici, un qui vient d'être marqué. Et puis il y a eu un rebond. Et je trouve que c'est assez pertinent par rapport au haut ici. Il y a eu 2 points techniques haut à 24 500. Je signale quand même que voilà, cette oblique ici, là qu'on voit ici, elle est tracée depuis très longtemps chez nous et on savait que ça allait frotter là. Mais sincèrement, hein, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier. Le signal baissier, ce serait vraiment de passer en dessous, dans un premier temps, en dessous ce niveau-là et d'aller chercher le 22 500, ce qui est vraiment pas énorme. Il y a 1000 points d'ici là. 1000 points, c'est 5%, donc c'est important. Mais ça, c'est de la correction classique. On irait bouger ce petit gap-là, ce double gap ici, là, qui me semble intéressant à boucher. Et puis c'est seulement là, hein, si on allait casser en dessous, qu'on serait en train de partir vers une tendance baissière. Mais pour l'instant, il n'y a strictement rien sur le marché allemand. Et j'ai envie de vous dire, pareil sur le marché français. Des petites corrections, mais rien de plus inquiétant que ça. Donc tout va bien sur les marchés européens, sur les large caps. On va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, un autre indice que je suis pas mal, qui s'appelle le Tech DAX. Le Tech DAX, c'est les tech allemandes. Et à vrai dire, c'est un indice qui est pas très connu et qui me permet, moi, quand même, de voir quelle est la tendance globale et de voir s'il y a des retournements. On va aller voir si ce dossier-là, ce qui s'est passé depuis un certain temps, enfin, vous allez voir que si je l'ai choisi, c'est pas par hasard. Allez, on va faire un petit peu d'éducatif, de telle manière à ce que vous compreniez un peu mieux comment on peut construire et avoir des raisonnements intéressants. Quand on voit le Tech DAX, on voit le crack à cause de Trump, on voit le rebond, on voit la correction qui, elle, est plus forte, hein. Clairement, vous voyez un niveau ici qui est important, hein, qu'on a cassé violemment. Et vous dites là, ah c'est bon, je rachète, je suis super content, ça y est, ça repart. Vous avez complètement raison, il y a un rebond technique. Maintenant, on va mettre des courbes, on va mettre des niveaux, des supports. Alors, à vrai dire, je vais vous dire, hein, j'ai rien touché de tout l'été, hein, évidemment, hein, j'étais en vacances, mais j'avais laissé fin août, on va dire, ici, fin juillet, j'avais laissé ici, donc on a quand même une sacrée correction tout l'été sur les techs allemandes. Maintenant, on va reprendre le graphique avec tous les indicateurs que j'avais mis. Vous allez voir que c'est super intéressant. Et hop là, voilà ce que j'avais tracé. Donc, j'ai fait exprès d'enlever, puis j'ai remis. Hein. J'ai rien touché. Hein. Donc, moi, j'étais là. Je pars en vacances, machin. Ça casse. Ça tape là. Hop, j'agrandis. On est en journalier. On va faire l'hebdomadaire après. Hein. Ça, c'est un peu exceptionnel. Je rebondis, je tape là. Je rebondis, je tape là. Je rebondis, je tape là. Je vais plus bas. Je rebondis. Et pour l'instant, ça passe pas. Donc ça, c'est absolument stratégique. Et on est ce qu'on appelle le changement de polarité. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça doit rebondir. Ça l'a pas fait, hein, vous avez remarqué. Mais en dessous, ça tape et ça ne veut pas repasser en dessous. On était support, c'est devenu résistance. Et pour l'instant, ça résiste.
Donc on va aller voir en hebdomadaire un peu plus loin, hop, ou alors j'agrandis comme ça, regardez bien, c'était comme ça, en hebdomadaire c'est plus clair, mais finalement au journalier on comprend bien. Ça, soit j'ai tort, sur ce couloir depuis un sacré bout de temps hein, qui existe, hein, il y a quand même des points hauts ici qui sont touchés, et je rappelle que les couloirs quand ils sont invalidés, on sent quand ils sont invalidés, c'est quand ça n'arrive plus à les toucher là-haut. Regardez bien, on n'y a pas touché, donc ce couloir, pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que mon couloir n'existe plus. Et à vrai dire, l'ancien, il vient de prouver qu'il est maintenant résistance. On pourrait mettre en rouge ici, regardez bien. Et voilà, c'est passé en rouge parce que ça résiste. Regardez, ça résiste. Et là, c'est en train peut-être de résister. Ça devient essentiel. Et ici, ça devient aussi essentiel. Alors à vrai dire, ce qu'il faut faire, c'est soit vous gardez ça comme ça, soit vous dites, ah, ça c'est peut-être le nouveau support et on est peut-être toujours dans un couloir nouvellement tracé. On va essayer de trouver un nouveau couloir et en même temps on va passer en hebdomadaire. Donc pour plus de clarté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'ancien couloir parce que visiblement il n'est plus valide. On le mettra après parce que je pense qu'il est peut-être pas encore invalidé. Voilà. Et on va commencer à chercher une nouvelle option de travail. Alors on va dire, je vous emmène assez rapidement vers le résultat. Ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends les deux points bas sur le dernier flash crash, ici, hein, mais j'enlève les mèches. C'est-à-dire je prends les ouvertures du moment où ça rebondit. Et je vais chercher avec un couloir, je vais chercher toutes mes options de travail. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici, ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant. C'est pas parfait, on est d'accord, hein, on est complètement d'accord, mais c'est quand même une option de travail intéressante. On voit qu'il y a du sens si on fait ça. Parce que qu'est-ce que l'on voit? Hop, je le bloque 2 secondes. Ici, on voit qu'il y a une exagération, mais globalement ça touche. Et ici, là par contre c'est pas très bon. Donc je suis pas sûr de lui, hein, mais par contre j'ai trouvé que voilà, moi j'ai une petite méthode de travail qui fait que ça me justifie souvent, je dirais, un bon taux de résultat, une bonne réussite. J'ai pas toujours raison, hein. J'ai pas toujours raison, mais regardez bien, hop, on descend. Et qu'est-ce que je vois ici? Paf, ici j'ai un point de contact là intéressant, mais je les vois ici, ça travaille bien ici. Et ici, ça travaille magnifiquement bien. Et là, je sais d'expérience que ça, c'est une zone importante puisqu'il y avait un support ici et pam, ça casse. Et regardez bien, la médiane de ce couloir serait en train d'être résistante, ça a rebondi dessus. Donc, c'est plutôt peut-être cet angle-là qu'il faut regarder. Et j'ai pris l'habitude de faire quoi? De dupliquer le couloir juste au-dessus. Et on l'emmène ici. Voilà, comme ça, on marquera des points techniques potentiels futurs en se disant, c'est peut-être pas bon. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une option de travail intéressante. Sur le tech DAX, j'ai gardé cette oblique qui me paraît quand même essentielle. On a tapé dedans, on refuse, donc elle est essentielle. Ça peut gigoter, ensuite repartir à la hausse ou vice-versa. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que notre ami le tech DAX, la tech allemande, est très éloignée de son sommet historique. Hein. Elle est peut-être même plus proche de un petit bas, pas historique, mais un bas de marché important. Donc j'ai envie de vous dire, pour l'instant, il n'y a rien de fait, entre guillemets, sur les marchés. Tout est encore à faire. On n'est pas dans l'exagération. Hein. Il y a plein d'indices qui ne sont pas du tout haussiers de manière complètement délirante. Quand je vois les gens qui disent que tout va s'effondrer, là, on vient de perdre de 4000, on est à 3000, 3005. Vous savez compter, ça fait 12%, c'est quand même pas négligeable. Alors ça peut aller plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la correction qui se met en place. Et franchement, dans cette histoire-là, voilà, ça monte, ça baisse. Et on sait surfer là-dessus. Nous sommes investisseurs dynamiques. Allez, on revient sur le journalier pour valider un petit peu tout ça. Mais regardez bien, hein, la médiane ici, elle travaille bien aussi. Hein. Hop, j'agrandis, voilà. Donc ma zone ici qui est très bien travaillée. Un petit peu ici aussi. Là, on voit pas dans les hebdomadaires ça. Hein. Et là, on voit bien. Là. On voit, hop, j'agrandis un petit peu. Vous voyez, hop, ça travaille, ça rebondit. Je veux plus, bam. Alors, en vrai dire, ça casse. Ça fait un pullback et ça repart à la baisse. Donc on est en train de valider, je dirais, cette option. On verra bien. Ça n'a pas l'air parfait, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est peut-être un petit peu plus bas, comme ça, j'en sais rien. On va laisser comme je vous ai proposé. Et puis on verra bien dans le futur ce que ça donne. Mais en tout cas, ça tergiversera ici. Voilà comment on fait une analyse d'un indice. J'espère que vous appréciez en tout cas le caractère éducatif de ce que je vous dis. Allez, on bascule vers les Américains. On va aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Alors aux US, qu'est-ce qui se passe? Le Dow Jones. Le Dow Jones, hein, c'est les grosses bécanes américaines. C'est la grosse industrie américaine, on va dire. Et c'est haussier, ultra haussier, mais c'est en train de faire un biseau là. Hein. C'est en train de faire, ça se resserre. Généralement, ça finit avec une belle bougie rouge et une correction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est au sommet historique. Et pour moi, il y a encore du gaz. Si on respecte là aussi ce couloir, on va aller chercher les 47 000. On est à 46 000. Il reste pas grand-chose à faire. Et j'avais des options de travail qui ont bien fonctionné. On est en hebdomadaire. Hein. Regardez bien, ici, ça avait tapé là. Ça a travaillé longtemps. Ça a failli refuser. Puis c'est revenu. Et ça fait un pullback et accélération.
Voilà pour nos amis américains. Alors, franchement, au niveau technique, ça parle tout seul. Alors comme c'est les options de travail que j'avais à fin juillet, vous avez compris, on va mettre tout ça à jour. Allez, c'est parti, je mélange, j'enlève tout ce qui n'a plus d'intérêt. Voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai conservé ce niveau-là, il est devenu vert, mais par contre, il sera peut-être un futur pullback pour une correction, une fois touché 47, de revenir à 45 et finalement de continuer à être haussier. Voilà pour le Dow Jones, on va aller voir, devinez quoi, le Nasdaq 100. Alors ce qui est super intéressant dans ces hebdos, c'est que vous pouvez suivre la story, vous pouvez suivre l'histoire de ce que je raconte et vous verrez que ce que j'ai mis là, c'est absolument ce que j'avais mis. À vrai dire, j'ai rien touché, c'est ce qu'il y avait en juillet quand on a fini les épisodes de la saison dernière. Et je vous disais ici, je pense que ça va casser vers le haut et voilà. Bon, vous avez le résultat. Hein. Hop, j'agrandis. On a eu des pullbacks, etc. Et voilà, maintenant c'est parti vers les plus hauts. On verra bien si ça continue. Mais bon, avec une baisse des taux d'intérêt, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas et que ça ne continue pas. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi il y aurait un autre scénario que la hausse sur le Nasdaq 100 américain. Mais ça ne nous empêche pas de faire peut-être de nouveaux scénarios. J'en ai aperçu un qui m'intéresse. Et puis on va nettoyer aussi le graphique. Hein. Ça commence à vieillir sur certaines choses qui ne nous intéressent plus. Donc voilà, c'est un peu plus clair. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a un gap que j'ai marqué, qui est en hebdomadaire. Ça, c'est un endroit de support absolu, qu'on soit très clair. Dans un moment de marché correctif assez important, parce que ça ferait une jambe de baisse assez forte. Mais là, ce sera travaillé un jour et ce sera rebouché dans une vie future sur le Nasdaq. Mais bon, pour l'instant, les 20 000, c'est autour de 20 000. On est à 24 000. Bon, on va mettre un peu de temps avant de les retrouver, mais on y reviendra. Je pense pas qu'on le laisse comme ça. Mais bon, on verra bien dans le futur ce que ça donne. Mais j'ai un scénario là que je voulais écrire avec vous qui est intéressant. Regardez bien, j'ai une oblique là qui est respectée depuis un certain temps. Hormis le flash crash, mais finalement il a été respecté, parce qu'on a fait le fameux gap, on a réouvert dessus, hop, j'agrandis, regardez bien. Ici, on avait ça avait été invalidé, et non, c'est pas invalidé, regardez bien, hop, je reviens dessus, et je ne retourne surtout pas en dessous, ça devient support, et hop, ça repart. Eh bien écoutez bien, on va réexploiter cette grande oblique qui est respectée depuis très longtemps, pour tracer une autre optique de travail. Allez, on va regarder ça, j'ai enlevé l'oblique, on va la remplacer par un couloir, enfin en tout cas le bas du couloir, on repositionne le bas de couloir et après, hop, on cherche. Alors je vais directement au résultat, puisque je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Hop, voilà, ici, comme ça. Donc j'ai mis des pointillés parce qu'il y a encore 2 points de contact ici, que celui-ci, c'est pas gagné que ce soit le bon. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai des points de contact aussi avec la médiane qui devient intéressant. Ici aussi, regardez bien, ça travaillait, puis hop, là, c'est cassé. Donc je pense, et c'est comme ça qu'on fait des scénarios, que le 25 400 sera un point de friction. Hop, j'agrandis. Hop. Voilà, par ici, donc dans 2-3 semaines. Voilà, 25 600 peut-être, on verra bien. Mais voilà, ce qui fait qu'on a un graphique qui est clair sur le sujet des États-Unis, sur le Nasdaq 100. On est haussier, on est bullish. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête, puisque de toute façon, je vous le disais, les taux d'intérêt baissent aux États-Unis et ça devrait lancer une vague d'achat. Alors, je fais un pied de nez direct à tous les négativistes absolus. Franchement, oui, il faut faire attention. Oui, ça baissera. Oui, des fois, je dis que ça peut se retourner, mais à un moment donné, voilà, il y a pas grand-chose sur le sujet. Vous remarquerez quand même que je trouvais qu'il y avait des choses qui devaient baisser. Elles ont baissé sur les techs allemandes et puis sur l'ensemble de la tech européenne, on va dire, sur les small et mid, il y a eu quand même une belle correction. Mais bon, sur le Nasdaq 100, il n'y a strictement rien. On va finir, si vous voulez bien, avec un mouvement qui me paraît très intéressant sur les indices. C'est notre ami le Russell 2000, un truc que vous connaissez peut-être pas, mais qui est en train de nous donner un signal super intéressant. Donc voici le Russell 2000 sur très longue période, mais ce qui est super là aussi intéressant, c'est qu'un couloir est vraiment assez évident. Regardez bien, les points bas sont ce qu'ils sont, il y en a 3-4, avec ici l'exagération de quoi? Le crack du Covid, et puis ici le crack Trump. Et on a la médiane là encore qui, regardez, a fait office de support assez longtemps avant d'être cassée. Et puis on retrouve un point de friction ici, et ça a retravaillé ici assez sympathiquement. On verra en hebdomadaire, c'est assez sympa de le voir. Mais regardez bien, on est ici au plus haut. On vient de faire un plus haut historique en clôture hier, et c'est ça que je voulais vous signaler par rapport évidemment à la baisse des taux d'intérêt, qui a un impact très positif sur quoi? Eh bien sur les small américaines. Et ça, généralement, ça aide aussi les small européennes, de manière peut-être pas tout à fait équivalente, mais en tout cas, généralement, quand le Russell 2000 monte, les small européennes, elles bougent pas ou elles montent aussi. Donc voilà, sur longue période. Alors je rappelle, le Russell 2000, c'est tout simplement les 2000 valeurs les plus petites de la cote qui sont répertoriées. Donc il n'y a absolument pas une grosse. Alors la grosseur des small,
aux États-Unis, c'est pas la grosseur en Europe, hein. Mais ça enlève quand même tous les GAFAM, les grosses bécanes et les oracles qui seraient peut-être la nouvelle GAFAM. Enfin bref, ça enlève toutes ces valeurs-là qui sont entre guillemets perturbateurs des indices Nasdaq et du Dow Jones. Là, on a la vraie économie américaine. Je vous laisse voir ce que pensent les Américains quand ils achètent du Russell 2000 à bloc. Allez, on va aller voir tout de suite l'hebdomadaire pour creuser l'analyse technique. Qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Bon, déjà, j'ai tracé un couloir, j'ai pris les deux extrémités des deux cracks derniers, de 2020 et de 2025, et j'ai tiré une oblique, comme vous avez vu faire, et je trouve que ces points de technique-là sont très intéressants pour la suite des événements. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ici. En 2021, l'exagération nous amène à 2463. Ici, on a fait une toute petite, hop là, et puis c'est reparti en arrière. Donc ici, on est en train de casser violemment avec une news qui me semble être qualitative. Alors, si on se fait renvoyer, ça devient un support et ça corrigera pour aller tenter une relance. Mais moi, je pense sincèrement qu'on va monter. On va monter jusqu'à 2008, ce qui serait déjà énorme. On passerait de 1008 à 2008 en quelques mois. Et après, on verra bien ce qui se passe. Il faudra faire des pauses. Mais pour moi, ce qui est super intéressant, c'est qu'à mi-chemin de ces nouveaux plus hauts historiques, il y a 2600 à peu près, avec cette oblique, qui est juste la parallèle de ces deux points techniques très bas. Il y a cette oblique qui pourrait s'opposer à notre évolution du Russell, là aussi. Et ça peut provoquer des corrections sur vos valeurs. Et vous les observerez avec évidemment un intérêt et vous comparerez aux indices et vous direz « Ah bah oui, l'indice corrige ». Donc à partir de ce moment-là, ça devient un outil de décision et de réflexion. Voilà, j'ai fait un gros truc sur les indices pour reprendre la saison là aussi. On étudiera d'autres indices, on étudiera des indices en fonction des valeurs que vous me demandez à étudier. C'est la deuxième partie de la vidéo, on va étudier des valeurs. On va surtout étudier les valeurs de toutes les émissions qu'on a fait pendant l'été, les indices PTDR, etc., les pépites, ainsi que les merdes de Ricardo, et puis tout un tas de choses. C'est la suite de la vidéo, puis vous verrez qu'il y a une petite nouveauté derrière, une petite nouveauté qu'on relance sur cette rentrée, de telle manière à ce que vous puissiez participer à cette chaîne de manière structurée, mais que vous puissiez y participer. Allez, c'est juste après le disclaimer, car je ne suis pas un conseiller, et la biblio pour trouver toutes les valeurs que j'ai déjà étudiées, et on se retrouve juste après. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et on a un partenaire pour nous aider à trouver toutes ces valeurs en Europe et à essayer de découvrir les marchés européens. Vous pouvez découvrir d'ailleurs les marchés mondiaux avec ce partenaire. Il s'appelle Zone Bourse, c'est le meilleur site d'information boursière qui fait bien plus que de l'information boursière. Et actuellement, il est en promo, c'est le moment où il faut faire son abonnement annuel. C'est la promo de rentrée, moins 40%, c'est encore tout le week-end, là, puis encore 2-3 jours après. Une petite prolongation, enfin bref, voilà, vous aurez toute la possibilité de le faire. Mais c'est maintenant, vous décidez maintenant. Et j'ai apprécié, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'abonner. Et vous avez compris que c'est le moment de le prendre. Donc je rappelle, celui qui est intermédiaire, qui s'appelle le Premium, qui me paraît bien pour les débutants. Puis ceux qui sont un peu plus aguerris, vous pouvez prendre l'expert qui est beaucoup plus confort, etc. et qui permet d'avoir des options que, évidemment, que le premium a pas. Je trouve que l'access c'est pas intéressant, donc s'abonner à un truc qui est pas intéressant, ça sert à rien, c'est de l'argent gaspillé. Le premium est beaucoup plus intéressant. Voilà, vous avez encore 2-3 jours pour pouvoir vous abonner, faut le faire maintenant. Allez, c'est parti, on clique et on va dans la description, on clique et ça financera une partie des investissements de la chaîne en plus. Donc voilà, ça me donne un petit coup de main sur la chaîne. Voilà pour la petite pub pour Zone Bourse, mais généralement ce que je fais surtout et que
que je vais encore faire une fois. Je vous fais une astuce, je vous donne une astuce d'Ozone Bourse pour aller le découvrir et comprendre un petit peu mieux comment il marche. Et on va aller dans les listes, voir un petit peu pour améliorer qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui baisse. Allez, on va regarder une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Alors nous voilà sur l'accueil de Zone Bourse et on va dans une liste très particulière où j'ai mis toutes les valeurs du CAC 40 pour les suivre. Alors là, c'est les pépites, mais je vais aller faire les CAC 40. 42 parce que j'ai mis aussi le CAC 40 en le PX1 et puis aussi avec les dividendes réinvestis. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis immédiatement, alors normalement moi je fonctionne ici avec des modèles différents et j'ai le modèle variation qui me permet de voir les variations des valeurs diverses et variées en fonction des critères. Vous pouvez mettre dans l'ordre et ça peut être intéressant. Voilà, Publicis aujourd'hui qui est en train de baisser. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous faire voir les tendances techniques. Et les tendances techniques, les voici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des tendances court terme, moyen terme, long terme. Moi, je vous propose d'aller regarder tout ce qui monte à court terme. Donc là, c'est l'inverse. On reverse, voilà. Donc, on a le CAC 40 lui-même qui monte à court terme. On a la Renault, Publicis, Kering, etc., Schneider, qui monte à court terme. Est-ce que vous pouvez valider pour dire, est-ce que je suis quand même dans une tendance très court terme ou est-ce que il y a un flux plus important sur une période plus longue? Vous allez voir le moyen terme, les petits verts. Donc, quand vous avez vert et vert, c'est intéressant déjà. Mais Kering, on voit bien que sur le long terme, c'est pas tout à fait vert. Hein. Entre nous, d'ailleurs qu'il soit bleu, ça me paraît un peu limite, c'est plutôt rouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que Société Générale est en tendance haussière court terme, moyen terme aussi, mais aussi en long terme. Et là, à partir de ce moment-là, c'est peut-être les dossiers les plus intéressants du moment. On en a un autre ici qui a les triples verts. C'est Airbus, comme par hasard. C'est des dossiers sur lesquels je suis très positif. Et puis, on a un autre ici qui s'appelle Legrand, sur lequel aussi je suis positif. Voilà, donc vous voyez, très rapidement, on a repéré des valeurs qui sont super intéressantes. Voilà, c'est une astuce que je vous donne sur Zone Bourse. Le meilleur site d'information boursière. Et la promo, c'est encore quelques jours, 40%, hein, quasiment divisé par 2. C'est le moment de vous payer ça pour l'année. Alors oui, c'est pas encore Noël, mais il n'y a pas de promo à Noël, donc à partir de ce moment-là, il faut en profiter maintenant. Et puis vous allez pouvoir vous informer boursièrement et découvrir ce site qui est vraiment très très profond, qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Allez, on enchaîne tout de suite avec. Alors il n'y a pas de valeur, cette semaine parce que on relance, hein, on repart. On va partir sur tous les indices, mais la semaine prochaine, vous allez me faire une proposition dans les commentaires, hein, vous savez comment faire. Vous allez me proposer des valeurs. On avait fait la dernière fois, on avait fait le Danemark, on avait fait juste avant, on avait fait la Norvège. Écoutez, on va continuer, on va contourner la Suède, on va aller de l'autre côté, on va aller pas loin de la Russie, on va aller en Finlande. Donc je vais vous demander de me proposer des valeurs du Père Noël, les valeurs finlandaises, de telle manière à ce qu'on voit s'il y a des petits dossiers qui vous intéressent. On fera les analyses la prochaine fois, et ça c'est tout l'intérêt de cette chaîne, c'est que voilà, vous avez votre partie à vous, et puis je vous donne mon avis sur les valeurs. Essayez d'aller voir dans la biblio d'abord, voir si on n'a pas fait la dernière fois des valeurs que j'ai déjà étudiées, et puis si vous trouvez qu'il y a des valeurs intéressantes que l'on n'a pas étudiées, donnez-les-moi, puis s'il y en a qui vous trouvez qu'il y a besoin de renouveler, n'hésitez pas à me demander un renouvellement d'études. Voilà, je vous remercie tous pour mettre des commentaires et puis me proposer ces valeurs-là. Mais on va aller faire le point sur nos indices, puisque je vous ai promis tout l'été, je vous ai dit de vous abonner, et on fait à chaque fois un point, pas toujours sur tous, mais on fait un point sur les pépites, sur les MDR, les merdes de Ricardo, sur les CHU qui sont devenus les SAMU, et du coup, ça nous permet de faire de l'éducatif, et on va aller faire un petit tour directement vers les merdes de Ricardo. On va aller voir ce qui se passe sur les pires dossiers de la cote française. Allez, c'est parti. Alors, les valeurs MDR, hein, qui excluent les valeurs médicales, qui sont elles dans le CHU. Voici depuis un an. Hein, depuis un an, voilà, ça baisse. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise. On continue à baisser. On fait un petit zoom sur 6 mois. Voilà. Et voilà, encore un plus bas historique. C'est magnifique. Allez, on va aller voir le classement des pires catastrophes de la semaine ou du mois, hein, puisque ça fait à peu près un mois qu'on a fait la vidéo. Et on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est assez formidable, c'est que j'ai vraiment pas à me fatiguer sur ce dossier-là. C'est toujours baissier et c'est toujours des catastrophes. Alors, finalement, je vous ai mis en mensuel. Cabas, moins 80. Europlace, moins 71. Adomos, moins 55. Et ça continue, des moins 30. Tiens, le permis libre, la petite nouvelle, là, moins 30% cette semaine. Enfin, sur le mois, là, qui vient de passer. C'est magnifique, hein. Regardez, Net Média, là, pof, moins 21 aujourd'hui. Alors, je suis à vendredi en enregistrement, hein, donc moins 20, moins 20. Voilà, j'en ai sur 50, j'en ai une trentaine déjà, là, qui font au moins 10. Voilà, ça, c'est magnifique, hein. Enfin, en tout cas, c'est catastrophique. Donc, vous avez compris, ça ne monte jamais, ça s'effondre à chaque fois continuellement, et ça continuera la semaine prochaine, les mois suivants. C'est continuellement comme ça depuis le début de l'année. Regardez, il y en a un qui monte là, vous vous inquiétez pas, ça va vite retomber. Et voilà, enfin voilà, c'est comme ça continuellement. C'est le fameux indice MDR. Allez, on va aller voir l'indice CHU.
renommé pour l'occasion. Et l'indice CHU, on va aller voir ce qu'il y a eu comme catastrophe cette semaine. Alors je me plais toujours à faire voir sur longue période ce qui s'est passé. Badaboum, 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 badaboum. Alors on zoome évidemment, hop. Voilà, et en zoomant, évidemment, on voit toujours cette hausse. Vous irez voir les vidéos que j'ai fait cet été sur le sujet, elles sont vraiment très éducatives et vous expliquera un truc qui est très très intéressant ici. Moi, je trouve que, enfin, il y a des moments où je fais des vidéos qui sont pas trop regardées et ça me navre parce qu'il y a vraiment du contenu. Mais allez voir cette vidéo-là, ça vous expliquera beaucoup de choses et vous allez voir que il y a un petit lien avec les valeurs qui sont en train de s'effondrer cette semaine. Vous allez voir qu'il y a des retours de bâton déjà sur certaines valeurs qui ont monté grâce à une autre. Enfin bref, allez voir, vous allez comprendre ce que je raconte. Allez, tout de suite, le palmarès du dernier mois sur les valeurs SAMU. Je rappelle que c'est le sabotage des actions médicales en urgence. SAMU, SAMU. Donc Carmat, moins 76, toujours en baisse. Regardez, Intégragène, là cette semaine, bam, moins 35, c'est parti. Grosse accélération baissière, moins 30 partout, mais je voudrais m'arrêter sur où est-ce qu'elle est. Elle est pas ici, je corrige. Voilà, je l'ai, je la tiens. Terra Nexus, voilà, j'avais dit celle-là, elle monte, elle va se prendre une claque. Boum, voilà, celle-là, c'est la première d'une longue liste. Implanet, pareil, c'est pareil que c'était génial. Poum, moins 12 cette semaine et moins 5 aujourd'hui. Voilà, et puis je crois qu'on a, voilà. Ah tiens, la petite nouvelle, Nixoa, pomme, allez, moins 11. C'est parti aussi celle-là. Voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les catastrophes boursières. Vous avez vu, hein, c'est du négatif partout. C'est tout le temps comme ça. Il y a 2 vidéos qui sont faites sur ça, sur cet été. Vous allez les voir. Vous avez dans la chaîne, dans l'ordre vous avez une playlist. Puis vous pouvez aller voir dans l'ordre aussi des vidéos qui ont été émises. Elles sont toutes récentes. Et ça vous permet d'aller voir toute la liste des valeurs qui sont catastrophiques. 120 actions françaises et belges. Peu de belges, hein, beaucoup de françaises qui sont catastrophiques. Il faut absolument fuir, qui peuvent vous provoquer des catastrophes sur vos portefeuilles, et Dieu sait qu'il y a des gens qui découvrent la chaîne et qui disent « Oh là là, moi j'ai tout ça dans mon portefeuille ». Ça m'arrive très souvent. Allez, on enchaîne tout de suite avec beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux. Les pépites, on va aller voir ce que ça donne, et puis ainsi que les fantastiques, on va aller voir ce que ça donne. Vous allez voir que les fantastiques, je vous avais dit avant de partir en vacances, je sens que ça remonte. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors sur les fantastiques, j'ai mis ça en mensuel, et depuis un mois, hormis InPost là qui s'est pris une claque, bon Evolution, voilà, ça gigote, c'est en train de se refaire la cerise, hein, Evolution, hein, je vous le dis tout de suite, moi je suis personnellement dedans, et donc on a des petites baisses, des petites hausses comme c'est classique, mais regardez bien, ASML, gros rebond absolument exceptionnel. Novo Nordisk aussi en train de préparer son retournement peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Legrand, qui est la petite nouvelle, a elle aussi fait une belle semaine, elle accélère. Regardez, depuis le début de l'année, ça fait 50%. Et donc, on a Inditex qui rebondit aussi un petit peu. Donc voilà, c'est la rébellion des fantastiques. Et on va aller voir que ça se répercute sur la courbe. Une courbe long terme, hein. On est sur des dossiers long terme, on n'est pas sur des trucs qu'on achète, qu'on revend. C'est plutôt pour ceux qui font du long terme, même si je suis pas trop d'accord avec cette unité de temps-là. Je le fais pour un caractère éducatif. Allez, on regarde tout de suite la courbe que ça donne. Donc je rappelle qu'on est depuis janvier 2020, hein, donc il y a eu le crack du Covid, hein, qui est devenu tout pequeño là, machin, etc. Et je vous disais ici, ça travaillait, je voulais que ça casse une certaine oblique. Allez, on zoome, vous allez voir qu'elle est en train d'être cassée. Allez, je vous trace l'oblique que je considère. On a eu un petit pullback ici, on accélère et regardez, on est en train de faire des plus hauts, on est en train de monter et je trouve que depuis très peu de temps, ça accélère ici. Allez, on zoome encore un petit peu sur 6 mois. Voilà, regardez, hop, ça part. Alors, ça peut repartir vers le bas, hein. Mais entre nous, ça y est. Je sens que il y a du peps. On a retrouvé un petit peu de qualité sur les valeurs fantastiques. Et ça, c'est quand même pas inintéressant. Parce que bon, bah, voilà, il y a des gens qui me challengent, évidemment, hein, ils se foutent de moi, hein. J'ai raison parfois, j'ai tort parfois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on fait de l'éducationnel. Puis, quand on a tort, bah, on enlève la valeur, on prend une perte et puis on choisit autre chose. Et ce qui fait que c'est le portefeuille qui monte. Et ce sera le plus important dans l'histoire. Est-ce que le portefeuille monte? Bah regardez, oui, ça gigote, mais globalement, eh ben, ça monte et on n'est pas très loin des plus hauts historiques sur l'ensemble de ces 12 valeurs. Donc à partir de ce moment-là, j'espère que ça va me donner raison, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui devrait monter un peu plus et qui va faire que j'aurai raison. Bah ouais, il y a des moments où j'ai tort. C'est la bourse. Allez, on enchaîne avec les pépites. On va regarder ce que ça a donné. Sur les pépites, si on a eu la même dynamique pendant l'été. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on constate sur les pépites? Alors ici, en noir, c'est ça plus les plus-values encaissées. Et je vous rappelle qu'on a fait un encaissement sur une valeur. Vous irez voir la vidéo sur les pépites. Il y a une pépite qui a fait une performance de malade. D'ailleurs, on a largué à peu près au point le plus haut, hein, parce que depuis, elle corrige. Je ne vais pas dire qu'elle baisse, hein, je ne vais pas dire qu'elle s'effondre, mais elle a corrigé.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écart entre ça et ça, bah, c'est des plus-values. Donc voilà, on est à plus 15,5 sur les restes, les résiduels, mais globalement, c'est du plus 35. Donc voilà, on est monté à plus 40, on est à plus 35, et vous voyez que ça latéralise un petit peu comme les marchés, hein, sur les marchés européens. On est en train de latéraliser depuis en gros mi-mai, mais surtout le crack de Trump, là, il est ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conséquences du crack Trump, et on accélère, et en ce moment, on fait une pause. Et à mon avis, c'est pas censé baisser. On va finir une belle année. La question, et c'est la seule qui compte, hein, c'est vraiment de savoir si on sera meilleur que le Nasdaq 100 parce qu'il est en train de nous rattraper. Mais il a encore du chemin à faire, hein, le coco. Hein. Donc pour l'instant, je suis assez serein. Je rappelle que nous avons fait 6 fois sur 7 mieux que le Nasdaq 100 sur une année. Et là, j'espère que ça va le faire aussi. Mais c'est pas gagné. On a fait 5 fois sur 6 et on est en train de faire là peut-être 6 fois sur 7. Il y a une seule fois où ça l'a pas fait. C'était en 2023 où le Nasdaq avait explosé pendant que l'Europe ne faisait pas grand-chose. Allez, on va aller voir la performance des valeurs qui composent les pépites. Et voici les performances des pépites. Ah, c'est moins bien, il y a un peu plus de rouge. Bon, entre nous, hein, les rouges là, ici, ça s'en fout. Hein, c'est sur un mois, ça représente strictement rien. On a une petite correction de l'Automatica. On a un MIPS qui est toujours baissier. Hein, ça commence à être embêtant. On est encore positif sur la valeur sur longue période. Ça fait très longtemps qu'elle est dans les pépites. Et puis on a LPKF là qui nous a donné un signal négatif. J'attends un petit peu voir si je l'invalide. Mais c'est mal parti. Entre guillemets, c'est mal parti sur ce dossier-là. Et puis on a Hightech qui a fait une correction. Sur une news, je la conserve pour l'instant. Elle est encore très positive. Regardez, hein, depuis le début de l'année, plus 60, plus 84. C'est très 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 puissant encore sur Hightech. J'invalide pas, on va dire. Je pense que cette valeur a encore du potentiel. Et puis on a eu des hausses intéressantes. Castadiva, hein, elle gigote, mais elle est positive depuis qu'elle est dans le portefeuille. Elle a fait plus 10 et elle l'a fait sur le dernier mois. Star Motor qui a bien rebondi là, qui nous fait plaisir. Et puis on a Redelphi qui repart encore comme en 14, comme on dit, et qui est en train d'aller chercher de nouveaux sommets historiques. Voilà, c'est les pépites. C'est beaucoup plus volatile, hein, on est plus dynamique sur les pépites. Et c'est comme ça qu'on termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas surtout à mettre des likes et des pouces pour pouvoir faire booster ces vidéos. Et puis vous avez, sinon, pour continuer sur la chaîne, ici un programme qui vous permettra de débuter en bourse et qui s'appelle Débuter en bourse et qui vous permettra de découvrir les bases pour investir en bourse. Et puis vous avez une vidéo ici qui vous explique qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Allez, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.